Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Dans le cadre de ces cours de mécanique quantique, vous êtes nombreux à me demander la suite de ce cours et en particulier ce que concerne la théorie des perturbations stationnaires. Tout d'abord, je vous remercie pour votre fidélité et pour votre attention. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous présenter une première partie sur cette théorie des perturbations stationnaires. Alors, pourquoi on utilise cette théorie des perturbations? Eh bien, comme on l'a déjà vu dans le cours de physique quantique, hein, et puis dans des vidéos que j'ai déjà présentées, l'étude d'un système quantique est décrite, hein, par la résolution de l'équation de Schrödinger. Autrement dit, si on veut étudier un système quantique, il faut pouvoir résoudre l'équation de Schrödinger. Alors, résoudre l'équation de Schrödinger veut dire qu'il faut déterminer les états du système et les énergies propres du système. Donc, si on a ces grandeurs physiques, eh bien, ça veut dire que le système quantique a été bien étudié. Mais malheureusement, peu de systèmes quantiques, bien évidemment, possèdent des solutions exactes. Alors, à titre d'exemple, il y a ce qu'on appelle les potentiels carrés. Donc, ce sont des systèmes que certainement vous avez déjà vus dans les cours précédents de mécanique quantique, à savoir quand, par exemple, ce qu'on appelle la barrière de potentiel, le puits de potentiel, bon, le puits fini et le puits infini, et puis il y a la marge de potentiel, etc. Donc, tout ça, tous ces systèmes-là, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle les potentiels carrés. Vous avez aussi l'atome d'hydrogène, donc c'est un chapitre qui est un petit peu avancé pour les étudiants, donc l'étude de l'atome d'hydrogène. Bon, on va le voir dans des prochaines vidéos. Et puis, il y a l'oscillateur harmonique. Bon, l'oscillateur harmonique, je l'ai déjà donné, donc j'ai déjà donné des cours et même des exercices d'application avec leur corrigé. Et puis, il y a ce qu'on appelle le potentiel de Morse et ce qu'on appelle le rotateur rigide. Bon, prochainement, peut-être, on pourra euh, parler de ces types de solutions, de ces systèmes. Bien, mais bon, ça sont les systèmes pour lesquels on a pu trouver des solutions exactes. Mais pour d'autres systèmes plus complexes, hein, tels que par exemple les systèmes à plusieurs électrons, bon, le plus simple de ces systèmes à plusieurs électrons, c'est l'hélium. Donc déjà, pour l'hélium, il est en général difficile de résoudre d'une manière exacte, hein, d'une manière exacte, l'équation de Schrödinger. Donc, cela, ça veut dire l'équation de Schrödinger. Et puis, cette résolution est d'autant plus compliquée si l'on veut tenir compte de toutes les interactions mutuelles entre les particules qui composent le système. Donc, ça dépend des nombres de particules qui composent le système. Bon, on étudie le système d'une manière générale, mais si on veut encore, si vous voulez, s'introduire pour étudier ces interactions mutuelles, cette résolution devient encore plus difficile et plus compliquée. Eh bien, cela nécessite soit des calculs numériques assez puissants, donc avec des programmes et des logiciels qui sont trop puissants, hein, ou bien, c'est ce que font en général les physiciens, ou bien avoir recours à des méthodes d'approximation qui permettent de déterminer analytiquement, hein, analytiquement, ça veut dire théoriquement, les solutions approchées du système. Hein. OK? Donc, la théorie des perturbations qu'on va vous présenter dans cette vidéo, bon, cette première partie, et puis dans les prochaines vidéos qui vont suivre, eh bien, cette théorie de perturbation est l'une des méthodes d'approximation les plus utilisées par les physiciens. Comment on aborde cette théorie? Bon, le premier pas, la première des choses qu'il faut avoir vers la résolution de ces systèmes complexes et à l'aide de l'utilisation de cette théorie de perturbation, donc il faut connaître déjà la solution exacte du système non perturbé. OK? Le deuxième pas est de calculer d'une manière approximative les corrections qui sont apportées par le terme de perturbation. Donc, le premier pas, c'est avoir la solution exacte du système non perturbé, donc avant de lui appliquer une interaction, hein, un potentiel. Le deuxième pas, c'est de calculer d'une manière approximative les corrections apportées par cette perturbation.
Alors, quel est le principe de cette méthode des perturbations stationnaires? Alors, cette méthode est utilisée dans le cas où, avant perturbation, le système étant stationnaire. Le système étant stationnaire et qui est décrit par un Hamiltonien H0. Bon, stationnaire, bon, on l'a déjà vu, ça veut dire que l'Hamiltonien H0 est un opérateur qui est indépendant du temps. Ok. Donc, avant perturbation, avant application de toute interaction, le système est stationnaire et il est décrit par un Hamiltonien connu H0. Et sur lequel, donc sur ce système-là, on va appliquer une petite, hein, donc je souligne bien ici, une petite perturbation et qui est encore indépendante du temps. D'accord? Alors, cette perturbation indépendante du temps, qu'on appelle aussi perturbation stationnaire, elle est décrite par un Hamiltonien qu'on va noter H1. Donc, H0, c'est avant toute perturbation. H1, c'est l'hamiltonien qui décrit cette énergie d'interaction. Alors, après cette perturbation, l'hamiltonien du système, l'hamiltonien total, hein, du système est décrit par H, par un hamiltonien H qui est égal à la somme de ces deux hamiltoniens, H0 plus H1. Donc, H qui est égal à H0 plus H1. Donc, je rappelle que H0, c'est l'hamiltonien du système non perturbé. H1, c'est l'hamiltonien de perturbation. C'est l'hamiltonien qui décrit l'énergie d'interaction de ce système avec la perturbation appliquée. Alors, cet hamiltonien H1, il est premièrement hermétique, hein, et indépendant du temps. Hermétique car il s'agit des observables là. Hein, donc, il faut revoir le formalisme. Donc, H0 et H1 sont tous des hamiltoniens, sont tous des observables, sont tous des opérateurs hermétiques. Et puis là, le H1, il est indépendant du temps. Parce que là, on est en train de vous présenter la théorie des perturbations indépendantes du temps, tout en rappelant, tout en sachant qu'il existe une autre perturbation qui est la perturbation dépendante du temps. Donc ça, on va le voir prochainement. Donc, les états du système, donc ça c'est le premier pas. Les états du système avant perturbation sont des états stationnaires et les énergies propres de H0 sont supposées connues. Donc, on connaît bien le système avant toute perturbation. Donc, on connaît ces états qui sont stationnaires et puis on connaît ces énergies propres. Et puis, d'autre part, l'hamiltonien de perturbation H1 hein, est supposé petit devant H0. Donc, ça, c'est la condition pour qu'on puisse appliquer cette théorie de perturbation. Donc, cette condition, c'est que l'hamiltonien de perturbation, il est petit. Et bien évidemment, on ne peut pas comparer deux opérateurs. Hein. Bon, si vous vous rappelez bien, bon, les opérateurs, ils sont exprimés sous forme d'une matrice. Donc, si on veut, si vous voulez donner une comparaison bien claire, eh bien, ce sont les éléments de matrice de H1 qui sont trop petits devant ceux de H0. Donc, la comparaison, en fait, quand on, si vous voulez, on écrit H1 très inférieur à H0, donc c'est une manière formelle d'exprimer cette, si vous voulez, cette condition, eh bien, cela veut dire que ce sont les éléments, chaque élément de matrice d'une matrice, hein, il est petit devant l'élément de matrice de H0. Hein. Donc, la comparaison se fait par les nombres, par les scalaires qui composent hein, donc, les deux opérateurs par leur matrice. OK. Bon, eh bien, pour mieux encore, si vous voulez, faciliter hein, et exprimer les modifications qui sont apportées sur le système par cette perturbation H1, on va faire une technique, hein, donc c'est une technique qui est faite et qui est connue. C'est on introduit un Hamiltonien pardon, un paramètre réel, lambda, qui n'a pas de dimension, et ce lambda, il est très, très négligeable devant 1, il est trop petit. Donc, c'est un paramètre réel. Et puis, on introduit un opérateur W. Cet opérateur W, il est du même ordre que H0, de telle sorte qu'on peut écrire H1, c'est lambda W. Donc, cette notion d'hamiltonien très faible, trop petit devant l'hamiltonien H0, il est contenu dans ce lambda-là, qui est ce paramètre-là, qui caractérise, bon, on l'appelle en général l'intensité de cette perturbation. Alors, quand on dit l'opérateur W, il est du même ordre, autrement dit, comme je l'ai déjà dit, c'est que les éléments de matrice correspondants,
ils sont du même ordre, hein, que ceux de H0. OK? Autrement dit, donc l'hamiltonien total du système, après avoir exprimé H1 est égal à lambda W, eh bien, va être exprimé en fonction de ce paramètre lambda. Donc, c'est ce lambda sur lequel on va jouer si vous voulez, dans le détail, hein, et l'utilisation de cette théorie de perturbation. Donc, H lambda, c'est H0 plus lambda W. Avec bien évidemment, lorsque lambda égale à 0, H0 est égal à H0, c'est l'hamiltonien du système non perturbé. Eh bien, quel est le principe de cette théorie de perturbation? Eh bien, la théorie de perturbation consiste à faire, si vous voulez, à développer les énergies propres et les vecteurs propres de H lambda en puissance de ce paramètre lambda. Donc ça, on le connaît mathématiquement. Lorsque nous avons un paramètre qui est petit devant 1, on peut utiliser un développement en série, hein. Donc on va développer les énergies propres et les vecteurs propres en série de cette lambda. Bien. Eh bien, dans ce développement, on ne va conserver qu'un nombre fini de termes. Bon, en général, on s'arrête à l'ordre 1 ou à l'ordre 2, mais on peut continuer pour des ordres supérieurs. Alors maintenant, le spectre de H0. Alors quand on dit le spectre de H0, c'est-à-dire avant toute perturbation, on va le supposer discret, hein, et l'équation aux valeurs propres s'écrit donc H0 sur phi ni, sur les vecteurs propres, hein, donc les phi ni sont les états propres de H0, associés à cette énergie propre En. Et cette En, donc, elle est supposée discrète. OK? Supposée discrète et bien supposée dégénérée. La dégénérescence, si vous voulez, elle est exprimée par ce θ. Ce i-là, donc, qui peut aller de 1 jusqu'à un nombre fini. Le n, c'est le niveau pour lequel, c'est l'état, c'est le niveau n, pour lequel on calcule la perturbation. OK? Donc, les énergies propres de H0 sont supposées discrètes d'une part, et puis ils sont supposés dégénérés aussi. Les phi donc les vecteurs propres, ou bien les états propres de ce H0, de cet Hamiltonien non perturbé, ils forment l'ensemble de ces vecteurs propres, ils forment une base orthonormée, donc la BON. Cette notation, je l'ai déjà utilisée précédemment. Donc BON, ça veut dire base orthonormée complète dans l'espace des états E. Bon, même la définition de l'espace des états. Donc tout ça, il faut revoir les vidéos correspondantes au formalisme, hein. Donc là, ça rentre, c'est la notion de formalisme. Alors, qu'est-ce que c'est une base orthonormée complète? Alors, base orthonormée, donc lorsque les vecteurs obéissent à la relation d'orthonormalisation, et base complète lorsqu'ils vérifient à la relation de fermeture. Bon, tout ça, ça rentre dans le cadre du formalisme. Donc, voilà la relation de fermeture que doit vérifier ces vecteurs-là, ces états propres de H0. Donc, la sommation sur tous les n et sur tous les i de phi ni, donc là, le ket bras est égal à 1. Donc, ici, le ket tout d'abord et ensuite le bras. Donc, ça représente un opérateur. Bon, ici, 1, c'est l'opérateur 1. Hein, c'est la matrice identité. Et puis, la relation d'orthonormalisation, c'est le produit scalaire de deux vecteurs de deux vecteurs, hein, d'état ou là, de deux vecteurs propres de H0, c'est le produit de ces symboles de Kronecker, delta n m', delta i'. Autrement dit, il faut pour que ce produit scalaire soit égal à 1, il faut que n égale à n' et i égale à i'. S'il y a au moins n différent de n' ici, c'est 0, ou i différent de i', c'est 0. Donc, c'est ça ce qu'on appelle orthonormé, hein. Donc, normé, ça veut dire le produit scalaire du même vecteur, c'est 1. Normé, orthonormé, c'est le produit scalaire de deux vecteurs différents, c'est 0. Donc, ça, ce sont les notions de base déjà vues dans le formalisme. Passons maintenant au développement approché de l'équation aux valeurs propres de H lambda. Donc, je rappelle que H lambda, c'est l'hamiltonien du système après perturbation, hein, c'est l'hamiltonien total. Donc, la résolution du problème consiste à chercher les états propres psi L lambda et les énergies propres qu'on va noter En lambda. Donc, toutes ces grandeurs-là dépendent de ce paramètre lambda-là. Donc, les états propres du système après perturbation sont notés psi N lambda
les énergies propres sont notées En de lambda, et qui sont des états propres, bien sûr, des énergies propres de H lambda. Autrement dit, donc l'équation aux valeurs propres de H lambda, c'est l'action de H lambda sur ces états psi n lambda est égale à En lambda psi n lambda. Bien sûr, je rappelle que lambda est trop petit. Donc, c'est le paramètre de perturbation utilisé. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va développer, comme je l'ai déjà indiqué précédemment, on va développer en série de puissance de lambda, aussi bien les énergies propres En lambda que les états propres Cl lambda. Donc, ces deux grandeurs-là, les énergies propres et les états propres, vont être développées en puissance de lambda. Donc, ici, l'énergie En lambda, elle est égale à En à l'ordre 0 plus lambda En à l'ordre 1. Ce n'est pas une puissance là, hein. Donc, c'est En à l'ordre 1 plus lambda carré. Donc là, c'est une puissance au carré. Donc, lambda carré En à l'ordre 2. Donc là, c'est l'énergie du système à l'ordre 0. C'est l'énergie du système avant perturbation. C'est l'énergie propre de H0. En1 ici, c'est la correction en énergie à l'ordre 1. Et En ici 2, c'est la correction en énergie à l'ordre 2. Hein, donc c'est un développement ici que je me suis arrêté ici à l'ordre 2, mais on peut continuer bien évidemment. Pour les états aussi, on va faire ce même développement, mais ce sont des vecteurs d'état. Donc ici, le psi n lambda est égal à phi ni. Phi ni, c'est l'état du système à l'ordre 0. Un n ici, c'est la correction sur l'état à l'ordre 1. Et de n ici, c'est la correction sur l'état à l'ordre 2. Donc, phi ni ici, ce sont les états propres de H0, hein, correspondant bien sûr à E0, donc avant perturbation. Un n ici, c'est la correction apportée sur l'état à l'ordre 1. Et de n, c'est la correction apportée sur l'état à l'ordre 2. Et bien sûr, là, c'est lambda à la puissance 2 au carré ici. Lambda à la puissance 1. Bien sûr, là, c'est lambda à la puissance 0,1. Lambda à la puissance 0, c'est 1. Donc, voilà comment sont exprimés ces développements en série, aussi bien de En lambda que de psi n lambda. Qu'on pourra donc écrire sous une forme très très générale, c'est que En lambda, c'est l'énergie à l'ordre 0 plus une sommation sur Q supérieure ou égale à 1 de lambda à la puissance Q, En l'ordre Q, la correction à l'ordre Q. Donc alors de 1 jusqu'à l'ordre où on veut s'arrêter. De même pour psi N lambda, donc c'est phi ni, donc c'est l'état à l'ordre 0, plus la sommation, la combinaison linéaire de toutes les corrections à l'ordre Q. Donc de Q supérieur ou égal à 1, lambda à la puissance Q et la correction sur l'état à l'ordre Q. Donc l'état à l'ordre, l'état de le niveau N, hein. Eh bien, on remarque, donc c'est juste ce sont des types de vérification. C'est lorsque lambda égale à 0, lorsque lambda tend vers 0, que ce soit dans les énergies propres, que ce soit dans les états du système, c'est qu'on retrouve l'état initial, donc c'est l'énergie du système non perturbé, hein, En0, et là c'est l'état propre du système non perturbé. Donc, en remplaçant dans l'équation aux valeurs propres de H lambda, on a l'équation qui va être un petit peu, bon, c'est une équation qui va être un petit peu longue. Donc là, c'est l'équation aux valeurs propres que j'ai déjà donnée. C'est l'action de H lambda sur psi L lambda qui est égale à EL lambda psi L lambda. Donc en remplaçant tout ça, donc aussi bien le EL lambda développé en série que psi L lambda développé en série, en les remplaçant ici, on va avoir les relations, bien la relation suivante. Donc voilà, ici, vous avez H0 plus lambda W. Donc ça, c'est quoi? Eh bien, ça, c'est H lambda. C'est l'hamiltonien H lambda. OK? Ici, c'est l'état, hein, psi L lambda, hein. Donc, j'ai remplacé. Donc, c'est le terme à gauche ici. Donc, H lambda, psi L lambda, qui est égal à EL lambda. Donc, je remplace EL lambda, le voici, hein, et psi L lambda, le voici. Voilà. Donc, vous voyez, enfin, c'est une expression, quand on va développer, ça va donner différents ordres en lambda qu'on va développer, à partir desquels on va déterminer ces fameuses corrections, aussi bien sur
l'énergie propre du système que sur l'état propre du système perturbé. Donc, vu que ces calculs vont être un petit peu bien lents et bien détaillés, donc je vais m'arrêter ici, hein, et on va continuer donc ce développement de ce calcul-là donc, dans la prochaine vidéo. OK? Donc, à la prochaine. Donc là, je vous remercie pour votre attention et puis on va continuer dans la prochaine vidéo. Voilà, merci.